Monaco-Paris, c'est l'affiche inédite des finales de la Betclic Elite entre le mastodonte monégasque, encore là malgré une année marquée par énormément de blessures, et le club parisien en plein essor porté par sa nouvelle salle et le titre de la Leaders Cup. Aujourd'hui, on vous propose de se plonger dans la bataille tactique de la série entre les deux équipes en analysant leurs deux dernières confrontations. Et ces clés tactiques, que l'on va vous présenter tout de suite, dans lesquelles on va essayer de vous expliquer ce que chaque équipe essaie de faire et les ajustements possibles. Alors les trois clés de la série pour Paris, ce sera d'attaquer en post-up les petits de Monaco. Dans les mismatchs, on sait que Monaco a tendance à jouer petit, réussir à attaquer efficacement les stunts de Monaco, les beaucoup d'aides qui sont données, et enfin de réussir à tenir les 1 contre 1, la qualité principale des joueurs de Monaco en attaque. Quant aux Monégasques, leurs trois clés à eux, ce sera de réussir à tenir les contre-attaques de Paris. Ils sont terriblement efficaces et dangereux dans cela, défendre leur combinaison pic-côté, pic-milieu de manière efficace, et enfin réussir à attaquer efficacement les steps pour trouver des paniers faciles et ne pas seulement dépendre des 1 contre 1 de leurs joueurs stars. Alors la première clé pour Paris, c'est de réussir à attaquer efficacement les mismatchs, parce que on le sait, Monaco a tendance à jouer petit, avec 3 arrières parfois sur le terrain, et donc Paris, dans les deux derniers matchs, a vraiment décidé de mettre leur poste 3 dans les post-up, et dès qu'ils voyaient une opportunité, les attaquer pour réussir à trouver des paniers faciles, mais aussi provoquer des fautes, notamment ici de Mike James, parce que plus leurs joueurs stars seront en difficulté de faute, mieux ce sera. Et en plus, ça présente l'avantage de les faire travailler en défense, de les fatiguer pour qu'ils soient moins efficaces en attaque. Alors forcément, qu'est-ce qu'a fait Monaco ? Venir aider. Alors quand on a un joueur comme Leon Kratzer, par exemple, qui n'est pas shooter sur le terrain, c'est un petit peu plus facile, on peut venir aider de lui, et en plus venir aider de la ligne de fond avec les deux joueurs à l'opposé qui sont en rotation sur les trois autres. Paris qui utilise ces techniques également en défense coupe, de façon à créer un décalage, et ensuite le joueur qui lui n'est pas dangereux va essayer de passer la balle pour avoir un avantage et un pic avec Monaco qui est obligé d'être en protection basse. Là, dans cette situation-là, on a Alpha Diallo qui vient très fort aider, ce qui veut dire que c'est à Blossom Game de venir faire la rotation. Il est en retard. Paris est habitué parce qu'ils font ce genre de défense, de prise à deux et de rotation ligne de fond, donc ils l'attaquent tous les jours à l'entraînement et il va pas falloir se tromper. Ici, on voit Dante Hall qui anticipe dans le coin, ce qui est plutôt une bonne idée, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui coupe la première passe à Kratzer ici dans la coupe. On voit que Elie Okobo est également en train d'y aller. Les rotations, parfois, sont pas aussi bien huilées et il va falloir le faire de manière plus efficace pour éviter de trop payer dans ce domaine. On l'a dit, Monaco est une des équipes qui perd le moins la balle. C'est volontaire, ils jouent des 1 contre 1 pour prendre des tirs, éviter de lancer des contre-attaques. Mais quand Paris est en contre-attaque, c'est une des meilleures équipes de la Betclic Elite. Ils se jettent tous les uns vers les autres et dans les deux matchs, ils ont récupéré un nombre incalculable de lay-up en contre-attaque. Alors forcément, il y a le repli pour ça, mais il y a également le contrôle du jeu en attaque. Vous le voyez, tout ça vient de rebond. Donc ça veut dire que si on limite les balles perdues comme celle-ci, ce sera important pour empêcher les lay-ups, mais il va falloir également se replier vite, revenir en arrière, quitte à donner des fautes. Parce que c'est pas forcément que les lay-ups, c'est qu'ensuite sur les décalages, c'est des joueurs dans 1 contre 1, ils sont capables d'aller chercher des paniers faciles. Il faut se reculer, lever les bras, sans faire de fautes, comme ça, c'est très bien, se prendre des positions pour forcer les Parisiens à se jeter, ils vont se jeter dans tous les cas, perdre des ballons, et si jamais on est battu, ne pas hésiter à faire des fautes tactiques, encore et encore et encore, pour éviter qu'ils poussent la balle et leur enlever leur arme numéro 1 à Paris en attaque. Alors côté Paris Basket, il y a beaucoup de combinaisons pique sur le côté et ensuite pique au milieu, que ce soit dans leur transition ou à partir de l'Iverson Cut ici, et on va voir que comment a descendu Monaco au départ, comme ils ont peur de l'enchaînement avec TJ Shorts et sa vitesse, pas trop venir aider, laisser un 2 contre 2 avec énormément d'espace. Et c'est exactement ce que veut Paris, on l'avait déjà analysé dans la vidéo sur le sujet. Alors quand il y a Kratzer sur le terrain, on peut venir faire aider de Mam Diaité, beaucoup plus fort, pour essayer de fermer les espaces, mais il est tellement rapide TJ Shorts qu'il arrive à passer et à provoquer des fautes. On va voir encore une autre situation où on a une aide très forte. On a également la coupe à l'opposé qui est intéressante. Et puis le flare screen pour trouver le shooter. Une autre façon de limiter TJ Shorts, c'est de sortir un peu plus fort. Mais ça veut dire qu'on laisse la passe lober. Il est petit, on peut parier sur ça. Mais si jamais elle arrive, il faut être beaucoup plus en aide à l'opposé.
pour éviter de laisser tous ces paniers faciles-là qu'ils ont laissés en Leaders Cup. Ils ont essayé beaucoup de combinaisons, notamment des protections, et ils se sont régalés sur ces pics side-là. Donc il va falloir être plus efficace, plus agressif, et essayer d'éviter de leur laisser des drives au cercle trop faciles. Et puis si on fait venir aider du joueur de Kratzer, on a parlé du risque, notamment si c'est un shooter en haut, et que c'est TJ Shorts qui prend le pic au milieu, il va falloir faire la rotation de John Brown, parce que sinon, on va donner des tirs au meilleur shooter de l'équipe de Paris. Alors vous allez me dire comment défendre pour Monaco. La première solution, c'est de passer en dessous, de laisser des tirs après dribble très tôt dans l'attaque, qu'on n'a pas forcément envie de prendre, on est moins en retard, et donc on évite de passer. La deuxième solution, c'est de venir changer, pour enlever ce retard. On se retrouve dans le même problème, mismatch sur les petits, donc il faut faire venir des rotations. Ici c'est très bien effectué, on touche la balle, c'est juste ensuite que c'est pas bien enchaîné. Là on va avoir une situation beaucoup mieux jouée défensivement par Monaco. Le switch, on a Mathieu Strazel qui se bat avec Banjassi qui passe au-dessus, il y a de l'aide, les rotations, et on laisse des tirs à d'autres joueurs, on laisse pas les joueurs principaux de Paris faire la différence. Alors c'est pas forcément une clé du match, mais on a trouvé ça intéressant tactiquement parce qu'ils ont scoré à chaque fois qu'ils ont fait cette option de l'Iverson Cut avec un écran de Daddy Rifi, un ghost screen, c'est-à-dire qu'il va feinter l'écran pour revenir ses cartes à 3 points ou parfois le faire, s'arrêter, gêner les défenseurs de façon à ce qu'il y ait un moment où ils soient obligés de se croiser ou alors qu'ils changent mais du coup qu'ils soient en retard. Et ils ont trouvé beaucoup de layups comme ça. C'est une option tactique intéressante pour aller trouver des paniers faciles et éviter que toutes les situations passent par Nadir et par TJ Shorts. Alors une fois qu'on a réussi à contrôler ce pic sur le côté, on va arriver au pic milieu qui représente l'immense majorité de l'attaque de Paris. Donc ils ont essayé d'être agressifs sur les protections pour éviter de laisser les tirs. C'est une bonne idée, mais ça veut dire qu'il faut rentrer plus dans les aides pour éviter de lâcher le short roll et la passe derrière. Paris joue en défense sur ça à l'entraînement tous les jours, ils sont plutôt assez efficaces. Il faut être beaucoup plus agressif sur le short roll comme ça. Et ensuite, le plus gros danger, c'est à décider est-ce que c'est la coupe ou est-ce que c'est le shooter à l'opposé. Et si on laisse des tirs comme ça tout le match, on s'en sortira plutôt bien. Monaco a également tenté des protections basses. Le problème, c'est qu'on laisse TJ Shorts aller dans la raquette, quelque chose qu'il aime beaucoup, et Nadir Rifi, on va le laisser prendre ces tirs-là dans lesquels il est très efficace. Donc la situation la plus efficace pour Monaco, c'est de venir switcher et ensuite de feinter pour le laisser prendre des tirs après dribble dans des zones dans lesquelles il n'est pas efficace. Parce que la zone dans laquelle il veut aller, malgré sa petite taille, c'est dans la raquette. Et donc si on se recule, qu'on feinte et qu'on le laisse vraiment hésiter en étant un peu plus haut pour l'éviter d'attaquer trop fort dans la raquette, soit le pousser dans les aides au contact, soit le pousser à prendre des tirs comme ça contestés, ce qui veut dire qu'ensuite il faut pas venir aider, et notamment Sébastien Herrera, qui est forcément à contrôler à tout moment. Enfin, une autre solution pour laisser ce genre de tir à TJ Shorts dans lequel il est le moins efficace, c'est de passer en dessous sur les écrans. On prend des risques qu'ils les mettent, mais c'est un choix assumé parce que c'est là où il est le moins efficace. On sait qu'on a des commentateurs qui ont tendance à vous dire que c'est mal défendu, c'est un choix tactique. Et puis l'avantage d'être haut, c'est qu'on peut être agressif, on peut les forcer à faire des choses au contact. Ils ont montré que c'était pas forcément les plus efficaces et ensuite on peut se jeter sur la ligne de passe pour partir en contre-attaque. Les stuns d'ailleurs, les aides fortes, c'est quelque chose qui a beaucoup gêné Paris en attaque et on va le voir ici venir aider. On voit John Brown qui vient couper le rôle du grand et donc il va falloir trouver les joueurs à l'opposé. Donc ça c'est une solution. Sur les pics elbow de TJ Shorts, il a beaucoup plus d'espace pour attaquer, donc on est obligé de venir aider de l'opposé et on peut renverser pour trouver des 1 contre 1, des close-out avec tout le demi-terrain. Et on a trouvé que c'était un ajustement tactique assez intéressant de la part de Thomas Wissalo. Ici on voit, dès qu'il fait un pas, même on n'a pas obligé de prendre l'écran, on se retrouve avec un 1 contre 1 à jouer sur un quart de terrain. Puis si l'aide côté ballon est trop forte, on a la coupe depuis le coin pour forcer le défenseur à s'écarter et la descente de Nadir Rifi, ce qui force l'aide à être plus basse, laisser plus d'espace à TJ Shorts. Et si on est trop haut, ouvrir des tirs aux autres. Ça aussi c'était intéressant. Attaquer fort, l'aide côté ballon, laisser plus d'espace. On peut ouvrir un tir également assez vite, mais c'est un tir que Monaco cherche à donner aux autres. Alors une façon de le faire, c'est d'attaquer opposé, forcer l'aide à venir, vous voyez, sous le cercle, et ensuite renverser avec un V-cut, même si c'est mal exécuté ici. L'idée c'est de jouer à 1 contre 1, comme cela, voilà, avec un close-out. Ça c'est assez intéressant pour attaquer les stuns. Alors pour éviter de dépendre trop des 1 contre 1, pour Monaco, il va falloir qu'ils réussissent à attaquer les steps de Paris. Et la défense step, c'est cette idée. Là, même si ici c'est un Spanish, mais on va voir que l'idée c'est la même, on sort fort, on passe en dessous ou au-dessus, on a le joueur à l'opposé qui vient couvrir le rôle, le temps que le grand
reviennent, et ensuite on repart. Et souvent, on trouve rien. Et donc on se retrouve obligé ensuite à jouer le 1 contre 1. Passer derrière, c'est pas une solution, parce que là aussi, on trouve rien. On se retrouve avec jouer à 1 contre 1, mais Paris est organisé pour paquer dans la raquette, et on se retrouve à jouer des 1 contre 1 avec tout le monde dans la raquette, on essaie de renverser la balle, il y a une aide. Donc faut pas rester du même côté du terrain, il faut essayer de battre la pression, changer de côté et regarder à l'opposé ce qui se passe, est-ce qu'il vient aider ou pas. Ici il vient contacter mais il est pas assez fort, il laisse le joueur tout seul sous le cercle, on a un alley-oop. Même chose ici, on lit Nadirifi à l'opposé, il est derrière, donc on peut passer la balle, on a notre layup. À chaque fois l'important c'est de battre la pression, ici de changer le côté, et si jamais ils viennent aider fort, alors on peut renverser la balle. Et là, pour le coup, c'est plus pareil. On a un vrai 1 contre 1 à jouer avec beaucoup plus de distance à couvrir que si on avait fait la situation tout à l'heure où on reste du même côté. Il y a moins de distance à couvrir pour le défenseur. Quelque chose qu'ils n'ont pas assez fait, mais que les équipes en général ne font pas assez, c'est de feinter pour ensuite reposer l'écran, à faire des pics under et à devoir changer. On se retrouve parfois dans des situations où ils perdent les responsabilités. Ils ne savent pas qui doit défendre et on trouve des tirs ouverts. Parce que Paris, les tirs qu'ils veulent laisser à Monaco, c'est ce genre de tir-là. On déborde l'écran en tir après dribble, c'est des tirs qu'ils sont capables de mettre, mais c'est des tirs difficiles, et c'est ça l'essence de la défense de Paris. Donc forcément, si on est Monaco, on ne veut pas prendre ce genre de tir-là. Donc une solution, c'est d'essayer de trouver la passe dans le short roll. On va pouvoir avoir des points faciles dans la raquette de Mamdjaïté, de Motié Younas, de Dante Hall, si jamais la défense n'est pas assez bien organisée. Mais quand on passe la balle dans le short roll, il faut savoir que l'aide va venir et on ne peut pas se permettre de baisser la balle comme ça sans anticiper qu'il va y avoir une aide parce qu'elle va venir et on peut risquer de perdre la balle. L'évolution pour Paris, c'est forcément venir aider, couper la passe sous le cercle, John Brown fait un écran, mais c'est ce genre de tir-là que Paris veut laisser à Monaco. Alors une fois qu'on a couvert le short roll, qu'on a couvert la passe, qu'on les a empêchés de trouver quoi que ce soit sur les écrans, mais il va falloir tenir les 1 contre 1 pour Paris. Parce que là, on voit la situation qu'on a vue tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe après? On joue à 1 contre 1, on a peur des autres pour qu'ils tirent à 3 points, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ils sont tellement agressifs et tellement talentueux, Mike James, Elie Okobo, Jordan Lloyd, même Matthew Strazel, qu'on peut pas leur laisser autant d'espace. Et ils ont énormément payé en Leaders Cup en laissant les 1 contre 1. Il va falloir fermer la raquette. Là, l'idée de le pousser vers les aides, c'est intéressant, mais dans les aides, il va falloir faire un pas. On peut pas se permettre de laisser Mike James passer comme ça avec autant d'espace. Ils ont laissé des 1 contre 1 partout dans tous les sens en mettant la pression. Alors on sait que c'est une idée de Thomas Wissalo, mais dans ce cas-là, il faut venir en aide. On peut pas mettre la pression et ne pas être présent à l'opposé, sinon on va faire que payer. Là pareil, on voit à l'opposé de l'écran, les aides sont pas organisées, on peut pas faire ça. Alors on peut pas non plus se reculer. Après des steps, on leur laisse des tirs quand ils se sont écartés pour ensuite revenir vers le cercle. C'est pas exactement la même chose que d'être à 3 points tout seul et de choisir où on va attaquer, comment on va attaquer. Il faut les pousser, mais venir en aide aussi. On peut pas juste le laisser en 1 contre 1, aller au contact, faire son step back sans être dérangé. Ici on voit il y a beaucoup plus de stunts, il y a beaucoup plus de feintes d'aide, il est beaucoup plus haut, Mike James il hésite parce qu'il voit les aides, il se retrouve avec un tir qui est beaucoup plus compliqué. C'est ce genre de tir là que Paris veut laisser à Monaco. On voit encore un exemple, il y a des aides, on pousse, on est agressif sur lui, on le force à driver en ayant paqué la raquette, on se retrouve avec des choses difficiles. Alors, le problème, si on vient trop fort, c'est que si John Brown fait un écran sur son joueur, ça c'est très intéressant parce que c'est lui qui est censé faire la rotation sur le shooter dans le coin, regardez toute la distance qu'il y a à couvrir, on se retrouve avec un tir vraiment complètement ouvert. Alors, une autre situation, ici, on va être très haut dans les rotations et on se retrouve à laisser des tirs. Donc l'idée c'est d'être agressif sur eux, de les forcer à driver parce que c'est là qu'ils sont les moins à l'aise en paquant la raquette. Alors là, on a Mike James qui s'en sort par miracle, mais on voit que quand on les force à attaquer, qu'il y a quelqu'un sous le cercle, sans forcément laisser trop d'espace au shooter, ben c'est pas forcément là où il est le plus à l'aise, il a beaucoup raté. Quant à Elie Okobo, ici, face à Elie Okobo, ne pas le laisser décider quel type de tir on fait. Banjassi qui fait un appui, qui le force à repartir à l'opposé. C'est pas lui qui a décidé quel tir il allait faire. On vient aider, on revient, on attaque, on pack la raquette. C'est vraiment l'idée principale de Paris. D'où le fait que pour Monaco, pour éviter de se retrouver dans des situations où il faut jouer 1 contre 1 avec une aide paquée dans la raquette et des joueurs qui sont dans les rotations, mais qui ne laissent pas de tir trop ouvert à 3 points, on va se retrouver en difficulté, d'où l'importance de trouver des points faciles sur les écrans et sur les steps comme montré tout à l'heure.
Et une façon de trouver des points faciles, c'est en faisant des pics sur le côté. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est quelque chose qu'ils ont trouvé parce que quand on fait un pic sur le côté comme ça, il n'y a pas forcément de rotation. Alors on peut trouver des tirs de John Brown. Puis enfin, si on fait des écrans sur le côté, on bat la pression, on passe la balle à l'opposé, et là, l'aile est obligée de repartir vers les shooters, et donc on a la coupe et le joueur qui est en retard, ce qui permet d'aller chercher des passes et des points faciles, même si la passe est mal exécutée ici. Bon, alors on espère que c'est clair, et on espère qu'on va vous aider à mieux regarder la série entre Monaco et Paris, et nous on va essayer de se retrouver pour vous faire des analyses de chaque match en utilisant cette vidéo comme charte. À bientôt pour une prochaine analyse, ciao ciao.